Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de la rédaction. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats définitifs des élections législatives du 24 février dernier, c'était ce matin. Et au Gabon, les scientifiques coalisent pour la préservation des forêts. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le Conseil constitutionnel a tenu ce matin une séance plénière à son siège pour procéder à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives qui se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national le 24 février 2023. Écoutons le président du Conseil constitutionnel. Du 15 septembre 1992, des lois organiques relatives aux élections et celles portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a tenu une séance plénière ce jour, du 2 mars 2023, à son siège pour procéder à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives qui se sont déroulées sur l'ensemble du territoire national le 24 février 2023. Le Conseil constitutionnel note avec satisfaction qu'avec la grâce des Tout-Puissants, la sagesse et la maturité des Djiboutiens, les opérations électorales se sont déroulées dans le calme et la sérénité légendaire de la communauté nationale sur l'ensemble du territoire national. Aussi, le Conseil constitutionnel, organe chargé de veiller à la régularité des élections et de garantir l'exercice de la libre expression de la volonté populaire, se félicite de bon déroulement du processus électoral et tient à adresser un hommage appuyé à tous les acteurs qui ont contribué à cet état de responsabilité collective. Je cite avant tout la population djiboutienne, l'administration des ministères de l'Intérieur et ses démembrements, organisateurs du scrutin, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, chargée de la supervision des opérations électorales, les partis politiques et les regroupements de partis politiques ayant présenté des listes des candidats et tous ceux et celles qui, individuellement ou collectivement, contribuer pour que le scrutin se déroule dans un environnement apaisé. Et c'est là la presse de la République de Djibouti, la presse écrite et orale, a contribué à sa manière à cette situation de régularité des élections. C'est dans cet esprit que le Conseil constitutionnel proclame le résultat définitif des élections législatives du 24 février 2023, comme suit. Dans la circonscription de Djibouti-Ville, votant suffrage exprimé, 91 717. Candidats en lice, IMP et IDJ. Le groupement de l'UMP obtient 81 628 voix, soit 89%, et obtient 28 sièges. Le parti UDJ obtient 10 089 voix, soit 11%, et obtient 7 sièges dans les circonscriptions de la ville de Djibouti. À Arta, où il y avait les deux listes en lice,
Le nombre de suffrages exprimés était de 9 366. L'UMP obtient 8 683, soit 93%, et obtient les 3 sièges à pourvoir dans cette circonscription. L'UDJ obtient 683 voix, soit 7,7%, et obtient 0 siège. À l'Issabié, suffrage exprimé 14 551, UMP obtient 14 551, 100% des suffrages exprimés, et obtient les 6 sièges à pourvoir. Derel, suffrage exprimé 22 496, UMP obtient 22 496, 100% des suffrages exprimés, et remporte les 11 sièges pourvus. Tadjoura, suffrage exprimé 19 858, l'UMP, celle groupement en liste, obtient 19 858, soit 100% des suffrages exprimés, et obtient les 6 sièges à pourvoir. Obok, suffrage exprimé 12 442, UMP, celle groupement des partis politiques en liste, obtient 12 442, 100% des suffrages exprimés, et donc obtient les 4 sièges à pourvoir. Le total dans l'ensemble du territoire national, le suffrage exprimé est de 170 430 voix exprimées, taux de participation global 74%, total de sièges pourvus 65 sièges. C'est ainsi que le résultat définitif des élections du 23 février 2023 sont clôturés et deviennent définitifs. Et le président de la République exprime ses chaleureuses félicitations au peuple et aux formations politiques de Djibouti qui ont pris part aux dernières législatives djiboutiennes. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est réjoui de la quiétude, de la transparence et de l'ordre dans lesquels les opérations du vote du 24 février sont déroulées dans notre pays. Je tiens à exprimer mes chaleureuses félicitations à l'ensemble des membres élus à notre Parlement et forme l'espoir que la mandature qui s'ouvre sera couronnée de succès. A-t-il noté quant au taux élevé de participation caractérisant notre dernier scrutin, il l'a qualifié de gage de légitimité électorale et d'illustration parfaite de la mobilisation massive de notre peuple à choisir directement les personnalités qui l'affectent à ses principales représentations politiques. Voilà donc pour ce message de félicitations du chef de l'État. À la une également, le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui du FNUAP et en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a organisé ce matin une conférence sur la population et le développement. Ont participé à cet événement le ministre des Affaires étrangères, la ministre de la Femme et de la Famille, la représentante du FNUAP, les représentants des dirigeants départements ministériels et d'organisations des Nations Unies et des ONG, ainsi que les représentants des différentes entités sectorielles et de partenariat et des responsables du ministère de la Femme et de la Famille. La conférence internationale sur la population et le développement, aussi appelée conférence du Caire, rassembla au Caire, en Égypte, du 5 au 13 septembre 1994, les délégués de 179 gouvernements, avec un total de 11 000 participants enregistrés du gouvernement, d'agences, des Nations Unies, d'organisations, etc. L'objectif est de passer en revue la réalisation nationale donc, du plan d'action de la conférence au regard des engagements de notre pays dans la réalisation des principes d'action de la conférence. Écoutez la représentante du FNUAP à Djibouti.
un remarquable consensus mondial qui a placé la dignité individuelle et le droit de l'homme, y compris le droit de planifier sa famille, au cœur même du développement. Un quart de siècle plus tard, le monde a connu des progrès remarquables. Mais les progrès ont été lents et inégaux. Des centaines de millions de femmes dans le monde n'utilisent toujours pas de méthodes de planification familiale et les objectifs mondiaux de réduction des décès maternels n'ont pas été atteints. En 2019, donc, des personnes venues de 172 pays se sont réunies lors du sommet de Nairobi sur la CIPD 25 pour accélérer le progrès sur ces promesses et ont pris quelques 1300 engagements clairs et concrets pour faire avancer les objectifs de la CIPD et garantir les droits et la dignité de tous. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a exprimé sa satisfaction pour participer à cette journée dédiée à la consultation nationale sur le suivi de la mise en œuvre du plan d'action de la conférence internationale sur la population et le développement. Nous l'écoutons. Notre engagement en faveur de la concrétisation de ce plan d'action dans toutes ses composantes est résolu car il a ouvert des fenêtres d'opportunités et on fait prendre conscience à l'ensemble de la population et des communautés internationales des enjeux sociaux, économiques et politiques associés aux diverses trajectoires démographiques. L'enjeu que nous en tirons pour Djibouti est surtout de renforcer la capacité de satisfaire les besoins essentiels de notre population en santé, en éducation, en sécurité alimentaire, de construire un développement durable de notre pays avec ses composantes sociales et environnementales et d'instaurer l'équité sociale à travers une politique nationale du genre. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nos réalisations parlent pour nous. En effet, sur la base des axes de déclaration du Nairobi relatifs aux violences faites aux femmes, à l'autonomisation et à la disponibilité des données, beaucoup de progrès ont été enregistrés. Il serait très long de les énumérer. Je me contenterai d'en citer quelques-unes. La stratégie nationale de lutte contre les violences, un protocole de référence de prise en charge des violences basé sur le genre, la mise en place d'une plateforme de prévention et de protection des enfants, et contre les mutilations génitales féminines également, le programme d'alphabétisation des femmes, l'autonomisation de la femme, l'entrepreneuriat féminin, la mise en place des mutuelles communautaires dans tout le pays pour renforcer les résiliences en milieu rural. La réalisation récente de l'évaluation de la politique genre 2011-2021 a montré un bilan en termes de changements sociaux qui honore notre pays au regard de la modestie des moyens humains et matériels dont on dispose. Nous avons pour cela décidé d'accélérer le pas en procédant à l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale pour le genre qui tiendra compte d'une part des points forts constatés et des obstacles qui avaient freiné l'avancement de l'ancienne. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'atteinte des objectifs de la CIPD doit être concomitante avec les objectifs du développement durable. Ainsi, je saisis cette occasion pour à la fois remercier nos partenaires bilatéraux et multilatéraux et les appeler en même temps à nous appuyer dans les efforts pour être dans le même temps des agendas internationaux. J'appelle également les représentants des organismes institutionnels associatifs ici présents à enrichir chacun selon son secteur la réponse nationale qui sera proposée pour le suivi du plan d'action de la CIPD. Prenons la parole à son tour. Le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a indiqué que cette conférence a initié une nouvelle trajectoire face aux défis complexes auxquels nos populations sont confrontées. Voici un extrait de son discours. Cette conférence internationale sur la population et le développement a initié, comme nous l'avons dit, une nouvelle trajectoire face aux défis complexes auxquels donc, nos populations sont confrontées. La compréhension donc, des enjeux du développement auxquels nos populations donc, sont confrontées et, comme je le disais tantôt, l'appropriation des approches et des solutions par ces mêmes acteurs et bénéficiaires représente pour nous le plan d'action, les tenants et les aboutissants de ce plan d'action et les objectifs sur lesquels, sur l'évaluation desquels nous allons nous pencher dans le cadre de ces consultations nationales. Donc, chers amis, vous imaginez aisément que c'est un vaste chantier et dont la finition doit forcément nous conduire à la consolidation de la résilience
la réduction significative de la pauvreté et l'amélioration sensible des conditions d'éducation, de santé, d'habitat de notre population. Donc, ces objectifs du plan d'action, les engagements pris au niveau national, les réalisations accomplies à ce jour, ce sont autant de chantiers d'action sur lesquels opère le ministère donc, de la Femme et de la Famille, ainsi que les autres départements concernés par la transversalité du sujet et que ces consultations nationales nous permettront donc de revisiter. Je vous emmène en Tunisie cette fois où en marge de la 40e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur qui se tient donc à Tunis, en Tunisie, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a donc rencontré son homologue tunisien, Taoufir Charafaddine. Les deux hommes ont discuté sur des questions d'intérêt commun et les voies et moyens de développer les liens de coopération entre les deux ministères. Le ministre de l'Intérieur a profité de cette occasion pour soulever avec son homologue tunisien la situation des étudiants vivant en Tunisie et leurs inquiétudes au quotidien. Le ministre tunisien a pour sa part assuré son homologue de l'attention particulière qu'il donne aux étudiants venant de Djibouti de par leur statut particulier en tant que ressortissants d'un pays arabe. Il a par la suite donné les instructions nécessaires à ses collaborateurs pour dissiper les inquiétudes et soucis des ressortissants djiboutiens en Tunisie. Par la suite, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, a reçu les représentants de l'association des étudiants et stagiaires djiboutiens en Tunisie qui ont donc exposé les difficultés qu'ils rencontrent durant leur séjour en Tunisie. Le ministre, après avoir donc écouté et recueilli leurs doléances, les a donc assurés du soutien du gouvernement djiboutien et qu'il ne ménagera aucun effort pour sensibiliser les autorités concernées. Retour à Djibouti, le ministère de la Santé, par le biais de la direction des programmes de santé prioritaires, a organisé un atelier de l'élaboration du plan stratégique de lutte contre le VIH, le sida et les IST qui se sont déroulés donc à l'Escale International Hotel. L'atelier s'est déroulé à l'Escale International Hotel. Cet atelier a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Benoît Tourab, la représentante de l'OMS à Djibouti, du président du CCMI, Ahmed Saad, la gestionnaire du Fonds mondial, et de la directrice des programmes de santé prioritaires, Mme Mounira Ahmed Ali. Le plan stratégique national de lutte contre le VIH, le sida et les IST est l'instrument d'orientation de la riposte à l'épidémie en République de Djibouti pour la période 2023-2027. Ainsi, le présent document est la synthèse d'un large consensus national et il sera élaboré sur la base des forces et faiblesses du précédent plan en prenant compte des orientations internationales. Comme l'a dit Dr Kemal, des résultats très importants dans la lutte contre le VIH et dont je pense que nous pouvons collectivement nous féliciter, notamment pour ce qui concerne la baisse des infections et la baisse de la mortalité liée au VIH. À l'horizon des objectifs globaux 2030 qui approchent, il reste, comme cela a été dit, encore un certain travail à faire. Le Fonds mondial se réjouit de rester à vos côtés pour cette prochaine étape et nous nous réjouissons que cette année, ce travail de planification stratégique se fasse de manière opportune et avec l'appui de tous les partenaires, à la fois multilatéraux et bilatéraux, que je prends l'opportunité de remercier. Le PSN comprend également des initiatives visant à réduire les disparités en matière de santé, telles que l'accent mis sur les populations à haut risque de contracter les infections, notamment les populations clés, comme le docteur vient de dire, les jeunes, les migrants et les réfugiés. En outre, le PSN souligne l'importance de prévenir la stigmatisation et la discrimination liées aux maladies. Dans son intervention, le président de la coordination nationale pour la lutte et la riposte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida, Ahmed Saad, a souhaité tout d'abord la bienvenue à l'équipe du Fonds mondial à Djibouti et a indiqué donc l'implication de toutes les parties prenantes pour effectuer cet exercice national. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue sur Djibouti à l'équipe du Fonds mondial, pays du Fonds mondial. Mesdames et messieurs, pour effectuer cet exercice, nous avons voulu impliquer, comme d'habitude,
l'ensemble des acteurs de la société, des différents secteurs, à savoir le secteur public, le secteur parapublic, les partenaires au développement, le système des Nations Unies et la société civile, et plus particulièrement les représentants des personnes vivantes avec les maladies et les populations clés. Cette implication de la société civile s'est avérée également productive et plus que nécessaire lors de l'élaboration des plans stratégiques pour le paludisme et la tuberculose. Comme vous le savez, le développement d'un plan stratégique constitue à identifier les objectifs stratégiques pour la lutte contre cette maladie ainsi qu'aux mesures supposées permettre de les atteindre. Ces objectifs et les mesures envisagées doivent être conformes au mandat et aux résolutions de l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est pour cela que notre nouveau plan stratégique pour le VIH, conformément aux directives de l'OMS et de la nouvelle stratégie mondiale de l'ONU-SIDA, portera aussi sur les hépatites, comme l'a évoqué le Dr Kamal, et les infections sexuellement transmissibles. En effet, Djibouti reconnaît, à l'instar des autres pays du monde, la réelle et grave menace sanitaire et humaine liée au VIH, non seulement au VIH, mais aux IST, aux hépatites, et reste animé par la volonté de protéger l'ensemble de ses concitoyens et les populations vulnérables telles que les réfugiés et les migrants. Et pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Santé a déclaré que notre pays a effectué beaucoup d'efforts dans la lutte et la riposte contre le VIH-Sida depuis les années 2000 et nous pensons, a-t-il dit aujourd'hui, apporter une réponse efficace pour diminuer le développement du VIH-Sida dans le pays. Je voudrais donc poursuivre en disant que la République de Djibouti fait un effort particulier pour la lutte contre le VIH-Sida depuis 2002 et nous pensons apporter une réponse efficace pour diminuer le développement du VIH-Sida à travers la population. Avant de poursuivre donc mon propos, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue et exprimer mes remerciements à l'équipe du Fonds mondial pour avoir rehaussé leur présence à cet atelier qui se tiendra pendant 4 jours. Le nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida est estimé actuellement à 6026 adultes, dont près de 200 enfants de 0 à 14 ans. Le plan stratégique est donc un document qui donne les grandes orientations pour la riposte contre les différentes maladies, notamment le VIH-Sida, mais également cela inclut actuellement la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles en général et y inclut l'hépatite B. Dans le reste de l'actualité, l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, l'ANSSI, conduit depuis lors un programme national de sensibilisation dans le but de promouvoir une culture de la cybersécurité. Ce programme national de sensibilisation, souscrit dans la stratégie nationale de cybersécurité, vise toutes les couches de la population, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables. Quotidiennement exposés aux outils numériques, mais bien souvent peu conscients des risques encourus dans leur pratique, les enfants et les adolescents sont des cibles potentielles. Sans en être conscients, ils ont tendance aujourd'hui à accorder une confiance démesurée à leurs interlocuteurs virtuels et à délivrer une grande quantité d'informations sans envisager qu'elles puissent être exploitées à des mauvaises fins. Et dans cet univers numérique qui est en constante mutation, nos jeunes ont plus que jamais besoin d'être guidés. C'est dans cette optique que l'ANSSI a entrepris une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires. Pour les universités. Et vraiment, c'est un plaisir parce que nous avons essayé de ramener nos étudiants pour profiter de cette journée, de cette sensibilisation, parce que pas mal des étudiants, honnêtement, ils ont appris plein de choses, parce que ça aide à éviter de nous faire pirater par les pirates et des hackers, bien sûr. Donc c'est un plaisir vraiment de faire part de ça. Vraiment très utile parce qu'il y a pas mal d'étudiants honnêtement qui tombent toujours dans ces pièges. Ils se font arnaquer, ils se font piéger par les hackers. Donc aujourd'hui ils ont appris beaucoup de choses qu'ils doivent éviter, ils doivent faire attention de ne pas télécharger des liens qu'on leur envoie en ligne et ils ne doivent pas faire confiance à tout ce qu'on leur envoie bien sûr.
Et écoutons cette fois le mot de la représentante de l'ANSSI. Nous sommes là aujourd'hui à l'EMD. Nous réalisons actuellement une campagne de sensibilisation sur les risques numériques en milieu universitaire. Parce qu'avec l'ANSSI, on a déjà touché différents niveaux. On a touché les plus jeunes, notamment les primaires, les collèges et aussi les lycées. Et là, actuellement, du coup, c'était notre dernier parcours, donc, du coup, les étudiants universitaires. Comme nos étudiants utilisent assez souvent, du coup, leur smartphone, donc ils sont souvent exposés aux risques numériques. Donc, oui, ils sont très, très vulnérables. Donc, on doit les sensibiliser pour qu'ils adoptent les bons comportements et les bons réflexes. C'était donc la responsable de ce projet qui accompagne donc et outille les jeunes de la cybersécurité. Écoutons à présent, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des étudiants. Voici quelques-unes. Aujourd'hui, nous avons participé à une conférence qui est de la RIS, par l'Agence nationale du système d'informatique de l'État, l'ANSSI. Nous avons bien profité tout ce qui est de l'informatique et tout, des pirates, des systèmes, comment on protège notre entreprise, surtout les PC qu'on utilise. Je remercie, je remercie l'agence, et surtout mon université EMD. Merci. On a pu profiter comment sécuriser nos informations personnelles. Souvent, nos jeunes générations utilisent les réseaux sociaux fréquemment à l'école, soit à la maison, soit en discutant avec nos amis. Donc, vu qu'on est amené à utiliser fréquemment les réseaux sociaux, comment vraiment les sécuriser, à ne pas divulguer des informations qui peuvent être utilisées contre nous plus tard, et comment en fait vraiment être capable d'aujourd'hui de bien se défendre contre une attaque via Internet ou via le réseau. Voilà, de se défendre très bien. Moi-même, j'ai été victime récemment. J'ai créé un promo, j'essaie d'acheter un compte Netflix, donc j'ai mis le numéro de la carte bancaire. Après que j'ai reçu mon compte Netflix, ils ont commencé à retirer de l'argent fréquemment. Durant une semaine, on a effectué 3 retraits, alors que mon frais de mensuel n'était même pas atteint. J'étais juste à la première semaine. Donc la banque m'a envoyé un message en disant on est en train de faire des retraits avec votre carte. C'était comme si j'avais donné l'autorisation alors qu'ils étaient juste en train de me voler. Après la semaine d'utilisation, lorsque j'ai bloqué l'argent, le compte s'est désactivé automatiquement. Le bateau Logos Hope arrivera le 9 mars prochain à Djibouti. C'est dans cette optique qu'une conférence de presse initiée conjointement par le ministère de la Culture et de la Jeunesse et du ministère de l'Éducation nationale a eu lieu ce jeudi matin à la Bibliothèque nationale qui a réuni la presse djiboutienne. Eh bien, ce bateau arrive à bon point car sa venue correspond à la célébration de la semaine de la fête de la lecture initiée par le ministère de la Culture avec 350 membres d'équipage et de 56 nationalités. Le Logos Hope œuvre au partage des connaissances, de l'espoir et de l'aide à travers son voyage autour du monde. La dernière venue de ce bateau remonte en 2006 à Djibouti. À bord de cette librairie flottante, plus de 1800 livres ainsi que plus de 5000 titres sont mis à disposition des visiteurs. Était présent lors de cette conférence de presse le directeur général de l'APNC, Mohamed Hussein, ainsi que le directeur général de l'enseignement Abdi Dirir, et du directeur de la communication du CRIPEN, Hussein Abdellah Merane. Les membres de l'équipage du Lagos Hope étaient représentés par la chef du projet de l'équipe, Lise Hope. Écoutons les interventions successivement du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture et celle du directeur général de l'Éducation nationale lors de cette conférence de presse. Comme vous le savez, l'Agence nationale pour la promotion de la culture est chargée de promouvoir et développer toutes les activités liées à la culture. Et cette année, nous recevons le navire appelé Logos Hope, Parole d'espoir, qui est un navire comportant une très grande librairie avec plus de 800 000 livres de 5 000 titres, toutes les langues et pays du monde. Il possède également
au sein du bateau un espace plus grand qui leur permet d'accueillir un public et y tenir des activités pour les visiteurs. Avec un équipage international bénévole, ils sont tous bénévoles, qui travaillent et vivent à bord du navire et s'impliquent dans la région en apportant une aide et un soutien pratique dans le domaine éducatif et culturel. Je suis convaincu que la jeunesse djiboutienne pourra s'épanouir durant ces quelques jours et trouvera son bonheur au sein de ces bateaux. Cette année, sous l'égide de son Excellence, Madame la Ministre de la Jeunesse et de la Culture, en tant qu'autorité culturelle, c'est l'Agence nationale pour la promotion de la culture qui reçoit et accueille le navire MV Logos Hope et nous leur souhaitons donc la bienvenue sur la terre des braves djiboutiens et mettront tout en œuvre afin que leur séjour se passe dans les meilleures conditions et qu'ils puissent atteindre leur objectif fixé dans le cadre de cette noble cause. Je crois qu'aujourd'hui, ici, nous avons parmi nous des représentants de la grande librairie flottante au monde qui est le Logos Hope. Et ce qui est important ici, Monsieur le Directeur Général, c'est un moment important parce qu'il y a la célébration de la fête de la lecture dans tous les établissements scolaires. Il y a la librairie flottante, la plus grande librairie flottante au monde, qui est le Logos Hope, qui débarque sur Djibouti. Il y a le ministère il y a l'Agence nationale pour la promotion de la culture qui nous accueille dans la Bibliothèque nationale pour que ces cérémonies puissent converger ensemble. Et je crois que c'est un atout pour les enfants djiboutiens, pour le public djiboutien, pour tout, parce que cette cérémonie a son importance, parce qu'aujourd'hui, c'est un moment important qui va ouvrir pour la cérémonie qui va se dérouler le 5 au 9 dans tous les établissements de cette célébration, va apporter un point de touche qui sera encore plus, parce que cette grande librairie est là. Et les enfants djiboutiens, les collégiens, les lycéens, les enfants du primaire, ont également, dans le cadre de cette célébration de la fête de la lecture, envie également de monter dans ce bateau pour choisir des œuvres, pour lire des œuvres, pour acheter des livres. Et je crois que c'est un moment qui va nous permettre également de booster la culture et la célébration de la fête de la lecture dans la cérémonie du 5 au 9 mars. L'éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud, en collaboration avec Dr Hibo Moumin Ahmed, la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Et je crois que cet événement prend l'ampleur, cet événement commence à prendre de l'ampleur parce que c'est à la fois la culture, c'est à la fois la fête de la lecture et c'est à la fois le Logos Hope qui arrive. Et je crois que ça coïncide et ça va faire quelque chose d'extraordinaire. À Obok, l'association Toha a organisé, en étroite collaboration avec le Sewirou de Djibouti, un atelier donc au conseil régional d'Obok, un atelier de mise en place du comité local de paix de la région, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Mise en place des comités locaux de paix à Djibouti-Ville et dans les 5 régions de l'intérieur ». Je vous le disais en titre au Gabon, les enjeux de la coopération scientifique sera un des sujets importants des discussions lors du One Forest Summit les 1er et 2 mars. Donc le rendez-vous qu'accueille le Gabon en collaboration avec la France vise à structurer une plateforme comme efficiente pour la préservation des forêts du monde menacé. L'un des défis de la préservation de la biodiversité, et particulièrement des forêts en Afrique, est celui de la maîtrise technique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Agréable week-end à toutes et à tous.